Imagine un théâtre à plusieurs niveaux. En bas, les coulisses, où s'activent les techniciens et les techniciennes. L'économie réelle, qui possède quoi, qui travaille pour qui décide de l'utilisation des machines. Au milieu, la scène, éclairée par les projecteurs, c'est l'espace du prestige social. Ce que vaut un titre, un diplôme, une façon de parler. Tout en haut, la régie et les loges du pouvoir. Qui fixe le programme, qui attribue les rôles, qui peut faire tomber le rideau. La stratification sociale, c'est la manière dont on distribue les sièges et les accès entre ces niveaux. Et, bonne nouvelle, 2 grandes traditions sociologiques nous offrent des cartes très utiles pour s'y repérer. Marx d'un côté et Weber de l'autre. Bonjour et bienvenue dans la voie des sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, on avance en 2 temps complémentaires. D'abord, Marx, une lecture unidimensionnelle et conflictuelle de la société, organisée autour de la propriété des moyens de production. Ensuite, Max Weber, une lecture pluridimensionnelle qui articule économie, prestige et pouvoir sans les confondre. Objectif du jour, comprendre comment on pense les classes sociales et pourquoi ces grilles d'analyse continuent à éclairer nos sociétés. Avant d'entrer dans ces 2 approches, il faut replacer la réflexion dans son contexte. Le passage d'une société d'ordre à une société de classe. Au XVIIIe siècle, la société française est une société d'ordre. Le clergé, la noblesse, puis le tiers-état. La hiérarchie repose sur des inégalités de droit. Certains naissent avec des privilèges inscrits dans la loi. D'autres, non. Avec la Révolution française et bientôt la Révolution industrielle, le décor change. Les privilèges formels disparaissent progressivement, mais les inégalités persistent sous d'autres formes. Revenus, patrimoine, emploi, diplôme. On parle alors de société de classe. La hiérarchie ne découle plus d'un statut juridique hérédité, mais de position socio-économique dans un système productif. Et la question se pose, si on retire les privilèges de droit, est-ce que l'égalité de fait vient toute seule? L'expérience historique répond plutôt non, d'où l'intérêt des théories solides relatives aux classes sociales. Commençons par Karl Marx et son approche unidimensionnelle et conflictuelle. Pour Karl Marx, la clé est simple à énoncer, exigeante à maîtriser. Qui possède les moyens de production? Dans le capitalisme, on retrouve 2 classes fondamentales. La bourgeoisie, propriétaire des moyens de production, usines, machines, capitaux, qui accède à la force de travail. Et le prolétaire, dépourvu de moyens de production qui ne possède que sa force de travail à vendre contre un salaire. Cette relation n'est pas neutre, elle est asymétrique. La journée de travail produit une valeur supérieure au salaire versé. L'écart, c'est la plus-value apportée par le capitaliste. On parle alors d'exploitation. Ce concept décrit un rapport social structuré par la société. Être dans la même position ne suffit pas à faire une classe sociale. Marx distingue ainsi la classe en soi et la classe pour soi. La première désigne un ensemble d'individus objectivement placés dans la même position, même contrainte, même intérêt potentiel. La seconde apparaît quand ces individus prennent conscience de leurs intérêts communs, s'organisent et entrent en lutte. Pourquoi cette conscience peut-elle émerger? Parce que la grande industrie concentre les travailleurs, uniformise les expériences et offre des espaces d'organisation. L'isolement se brise, les intérêts s'énoncent. Et la question reste d'actualité aujourd'hui. L'exemple de la France des années 70 illustre bien cette distinction. La classe ouvrière constituait alors une véritable classe pour soi.
Elle représentait environ un tiers de la population active et restait très concentrée dans les grandes industries comme l'automobile, Renault, Peugeot, Citroën, la sidérurgie en Lorraine au nord ou les mines dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette concentration favorisait l'organisation collective. La classe ouvrière était portée par de puissants syndicats, notamment la CGT, proche du Parti communiste, et représentée politiquement par le Parti communiste français, le PCF, qui recueillait autour de 20% des voix aux élections législatives dans les années 70. Le PCF gérait aussi des municipalités industrielles importantes, comme par exemple à Ivry, à Montreuil, à Saint-Denis. Et son influence se prolongeait dans les entreprises, les comités d'usine et les associations locales. Au-delà des lieux de travail, cette classe ouvrière disposait de ses propres réseaux de sociabilité. Fêtes de l'humanité, journaux d'ouvriers, clubs sportifs ou culturels liés aux municipalités communistes. Bref, un univers social, culturel et politique cohérent qui renforçait la conscience d'appartenir à la même classe et donnait aux ouvriers une capacité d'action collective et une identité partagée. Autrement dit, une classe sociale capable de se penser et d'agir collectivement en tant que telle. Dans le long terme, Marx avance aussi l'idée d'une polarisation de la société. Les couches intermédiaires auraient tendance à se regrouper vers les pôles, bourgeois, prolétaires, rendant central le conflit de classe comme moteur du changement social. Le passage du féodalisme au capitalisme est un exemple majeur. La bourgeoisie a longtemps dominé politiquement, conquiert la place centrale et le prolétariat devient la classe dominée, caractéristique du capitalisme. Bref, ce qu'il faut retenir de Marx, c'est un critère cardinal, la propriété et la position dans le processus de production. Une conception qui est dite réaliste des classes comme groupe potentiellement actif et organisé dans la société et un conflit structurant qui impulse le changement. Si ce contenu t'est utile, pense à liker, commenter ou partager pour aider l'algorithme à le montrer à d'autres personnes comme toi qui en auraient besoin. Et pour retrouver une communauté et une application complète et ouverte de cours de sciences économiques et sociales, je t'invite à te rendre sur lavoidesses.fr. Reprenons. Passons maintenant à Max Weber et son approche pluridimensionnelle. Weber ne contredit pas Marx, surtout il élargit la focale. Son intuition, l'économie, ne suffit pas à décrire toute la hiérarchie sociale. Il faut compter avec le prestige et le pouvoir politique. Weber distingue d'abord deux hiérarchies économiques. D'un côté, les classes de possession, selon l'accès aux revenus et au patrimoine, donc la capacité à consommer, épargner et investir. De l'autre, les classes de production, selon la maîtrise du processus productif et la rareté des compétences. Ces deux hiérarchies s'articulent mais ne coïncident pas toujours. On peut détenir des compétences rares sans grand patrimoine ou l'inverse. À partir de là, Weber propose une carte des classes sociales, souvent présentée en trois grandes zones. La classe des possédants, la classe moyenne, petite bourgeoisie, spécialiste sans patrimoine ou sans bien, et la classe ouvrière. Mais la société ne se réduit pas à l'économie. Weber ajoute un étage essentiel. Tout ne se joue pas sur l'argent ou la production. Il identifie trois ordres. L'ordre économique, distribution des chances d'accéder aux biens et aux services qui définit les classes sociales, selon lui. L'ordre social, distribution du prestige qui définit les groupes de statut, mode de vie et éducation, ou avec même l'honneur. Et l'ordre politique, qui est la distribution de l'accès au pouvoir politique, qui est défini par les partis au sens large, partis politiques,
syndicats, lobbies, associations d'influence. Ces ordres ne se recouvrent pas mécaniquement. Un noble désargenté sans le sou peut conserver un prestige élevé avec peu de richesse. Un nouveau riche peut disposer de biens sans reconnaissance symbolique immédiate. Une figure religieuse peut détenir un prestige massif et un pouvoir d'influence avec des revenus très modestes. Bref, 3 cartes, 3 manières d'être, en haut ou en bas. Pour illustrer Weber, on peut regarder la situation des commerçants et des artisans en France dans les années 1970. Économiquement, ils appartiennent souvent aux couches moyennes, indépendantes. Ni grands propriétaires, ni salariés ouvriers, mais détenteurs d'un petit capital, leurs boutiques, leurs ateliers, et des compétences professionnelles spécifiques. Sur le plan économique, ils sont donc distincts de la classe ouvrière salariée, mais aussi loin des grandes fortunes capitalistes. Sur le plan du prestige social, ils occupent une place relativement valorisée dans leur communauté locale, figures de proximité reconnues pour leur savoir-faire et leur autonomie. Ce prestige les distingue d'ouvriers plus anonymes dans les grandes industries par exemple. Enfin, sur le plan politique, beaucoup s'identifient à des mouvements de défense des petits face à l'État ou aux grandes surfaces, comme la mobilisation menée par Pierre Poujade dans les années 1950 et 1960, ou encore par certaines organisations patronales locales. Ils s'orientent électoralement plutôt vers la droite et le centre, ce qui les distingue nettement du vote ouvrier communiste ou socialiste de la même époque. Résultat, selon la grille de Weber, ces commerçants et artisans ne forment pas une classe au sens marxiste du terme. Ils n'entrent pas dans la polarisation binaire bourgeoise-prolétariat, mais ils illustrent bien la logique pluridimensionnelle. Leur position sociale s'explique par un mélange de facteurs économiques, de prestige et d'action politique qui ne se superposent pas parfaitement. Weber admet aussi l'existence de conflits. Il parle d'actions de classe, mais ils ne sont pas automatiques selon lui. Pour qu'ils émergent, il faut un adversaire identifiable à un grand nombre d'individus dans la même situation et des conditions pratiques de réunion et d'organisation. Résultat, les conflits sont plus localisés, ponctuels et moins systématiques que chez Marx. Ce qu'il faut retenir de Weber, c'est une pluridimensionnalité qui articule économie, prestige social et pouvoir politique. La possibilité de dissocier ces ordres et une conflictualité qui serait conditionnelle, liée aux opportunités d'action collective. Et si vous deviez vous situer sur ces 3 ordres, économie, statut et politique, où vous placeriez-vous aujourd'hui ? On voit donc convergence et divergence, les deux reconnaissant le poids de l'économie pour structurer les positions et le fait que les positions sont relationnelles. Être riche, c'est être riche par rapport à d'autres. Mais Marx et Weber divergent sur plusieurs points. Pour Marx, un seul critère domine, la place dans le processus de production. Pour Weber, il faut croiser plusieurs échelles. Pour Marx, le conflit est nécessaire et central. Pour Weber, il est possible mais conditionné. Pour Marx, la conscience de classe est constitutive. Pour Weber, on raisonne davantage en probabilité de chance ou en style de vie, sans postuler qu'il y aurait une conscience collective unifiée. Pourquoi ces 2 cartes restent indispensables ? Parce que Marx éclaire puissamment les rapports de production, l'extraction de la plus-value et la dépendance salariale. Et parce que Weber éclaire les décalages entre argent, honneur et pouvoir, ainsi que la force des diplômes, l'importance des réseaux, etc. Ensemble, ils montrent pourquoi 2 individus aux revenus proches peuvent occuper des places sociales très différentes. L'un cumule diplômes prestigieux, réseaux et fonctions électives, locales par exemple, l'autre non. Même pouvoir d'achat ? Peut-être, mais prestige et même influence ? Pas forcément.
Au total, Marx et Weber proposent deux phares pour éclairer le même paysage, à des angles différents. Deux grilles d'analyse qui, encore aujourd'hui, restent utiles pour comprendre les hiérarchies sociales. Mais alors, une question se pose. Dans la France contemporaine, où les frontières sociales se brouillent et d'autres clivages apparaissent, le concept de classe sociale est-il encore pertinent? C'est ce que nous explorons dans le prochain épisode. Allez, ciao!